Ok, pas de panique, je sais, l'examen de philo sur Kant, c'est demain. T'as l'impression que ça te sort par les oreilles et que t'as rien compris. Respire, on va régler ça. Ce qui suit, c'est ton guide de survie ultime sur Kant. Clair, rapide, tout ce qu'il te faut pour passer au travers, sans le flafla, ok? Let's go, on perd pas de temps. On commence direct dans le vif du sujet avec un cas qui donne mal à la fête. Imagine la scène, un patient en parfaite santé, 5 autres qui vont mourir sans ses organes. Est-ce qu'on le sacrifie pour sauver les 5 autres? La plupart du monde instinctivement répondent « ben non, jamais de la vie », même si, techniquement, ça sauverait plus de gens. Ce non catégorique, ce sentiment qu'il y a des choses qu'on ne doit juste pas faire, peu importe les conséquences, eh bien c'est exactement le point de départ de Kant. Il veut comprendre pourquoi. Ok, soyons honnêtes 2 secondes. L'image qu'on se fait de Kant, c'est souvent celle d'un vieux bonhomme super ennuyant qui fait la même marche à la même heure chaque jour. Mais la réalité est pas mal plus intéressante, puis comprendre le personnage, ça aide vraiment à comprendre sa philo. Sérieusement, l'image du prof coincé, c'est n'importe quoi. Dans la trentaine, Kant, c'est un homme du monde, le genre de gars invité partout, toujours bien habillé, et sa compagnie était super appréciée, surtout des femmes. Il était cultivé, intéressant, il passait ses après-midi à jouer aux cartes et ses soirées à jaser dans les salons de l'élite. On est pas mal loin du cliché, hein? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vers 40 ans, Kant pogne une crise. Le genre de crise où tu te dis que tu gaspilles ton talent dans des futilités. C'est là qu'il rencontre Joseph Green, son ami, un vrai maniaque de la discipline et de la ponctualité. Et Green a déteint sur lui. Kant est devenu complètement obsédé par l'idée d'avoir des règles de vie, des principes d'action qu'il va appeler des maximes. C'est de là que vient sa philosophie si rigoureuse. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée du personnage, on plonge dans le caire de sa morale. Pour Kant, il est une seule et unique chose qui est bonne en soi, de manière absolue, sans aucune condition. C'est la base de tout son système, alors écoute bien. Et cette chose, c'est la bonne volonté. Mais attention, c'est pas juste avoir de bonnes intentions au sens large. Pour Kant, la bonne volonté, c'est la volonté d'agir uniquement parce que c'est ton devoir. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, ce n'est même pas le plaisir que tu en tires, c'est juste l'intention pure de faire ce qui doit être fait. Point final. Même si ton action ne mène à rien, ta bonne volonté, elle, brillerait comme un diamant. Pour que ça rentre bien, pense à d'autres qualités. Le courage, l'intelligence, la détermination. C'est bien ça, non? Pas pour Kant, pas en soi. Parce que toutes ces qualités-là, elles peuvent être utilisées pour faire le mal. Comme le dit cette citation un peu directe mais super claire, être ponctuel ou persévérant, ça vaut rien si la volonté derrière est mauvaise. Il n'y a que la bonne volonté qui est pure. Ok, donc on doit agir par bonne volonté, c'est-à-dire par devoir. Super, mais comment on sait c'est quoi notre devoir? C'est là que Kant nous sort le concept d'impératif. Un impératif, c'est juste un commandement, un ordre que ta raison te donne. Il y en a 2 types, et c'est crucial de bien saisir la différence. D'un côté, tu as l'impératif hypothétique. Lui, il est conditionnel. C'est toujours une formule du genre « si tu veux quelque chose, alors tu dois faire autre chose ». Si tu veux passer ton cours, alors tu dois étudier. Ça, pour Kant, c'est pas de la morale, c'est juste de la logique de base. L'impératif qui l'intéresse vraiment, c'est l'impératif catégorique. Lui, il est inconditionnel. Il ne dépend d'aucun but, d'aucun désir. C'est « tu dois faire ça ». Point. C'est un ordre absolu. Ça, c'est la loi morale. Là, tu te dis, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour savoir ce que cet impératif catégorique me dit de faire concrètement? Parfait. Kant nous donne 2 tests, 2 formules pour nous guider. Ce sont les 2 outils que tu dois absolument maîtriser pour ton examen. Premier test, la loi universelle. Regarde bien, c'est simple en 3 étapes. 1. Tu trouves la maxime de ton action. C'est juste la règle personnelle que tu t'apprêtes à suivre. Par exemple, je vais mentir pour me sauver le bacon. 2. Tu l'universalises. Imagine un monde où tout le monde, tout le temps, suit cette règle. 3. Tu te demandes si ce monde-là est logique, s'il ne se contredit pas lui-même. Dans notre exemple, si tout le monde mentait, la confiance n'existerait plus, les mots n'auraient plus de sens, et mentir deviendrait impossible. Boum! Contradiction. Donc mentir, c'est immoral. Le deuxième test, c'est celui du respect de la personne. Ok, la phrase est un peu lourde, je sais, mais l'idée derrière est super simple. Ne traite jamais un être humain, y compris toi-même, comme un simple outil, comme un moyen pour arriver à tes fins. Chaque personne a une dignité, une valeur absolue, juste parce qu'elle est un être rationnel et libre. Il faut toujours respecter ça. Et là, paf, on revient à notre question du début. Si on tue le patient en santé pour prendre ses organes, est-ce qu'on le traite comme une fin en soi, comme une personne avec sa propre valeur? Évidemment que non. On l'utilise comme un simple moyen, un sac d'organes, pour atteindre notre but de sauver 5 autres personnes. Pour Kant, c'est une violation directe et absolue de l'impératif catégorique. C'est immoral. Fin de la discussion. Ok, maintenant on s'attaque à l'application la plus connue et la plus controversée de la théorie de Kant. Une question classique d'examen, le mensonge.
Attache ta tuque avec de la broche parce que ça devient intense. Alors voilà, un autre philosophe, Benjamin Constant, qui décide de challenger Kant avec un exemple célèbre. Imagine, un tueur poursuit ton ami et ton ami se cache chez toi. Le tueur cogne à ta porte et te demande si ton ami est là. Si tu suis Kant à la lettre, tu devrais dire la vérité, non? Constant dit que c'est complètement absurde. Un devoir absolu de dire la vérité rendrait la vie en société impossible. Et la réponse de Kant? Zéro flexibilité. Il maintient que le devoir de dire la vérité est absolu et qu'il n'y a aucune exception. Pourquoi? Parce que pour lui, la vérité, c'est la base de tous les devoirs, de tous les contrats. Si on commence à faire des exceptions, même pour de bonnes raisons, tout le système moral s'effondre. Pour Kant, c'est simple. Dire la vérité, c'est un devoir parfait. On ne peut pas y déroger. Attention, écoute-moi bien. Voici l'erreur la plus fréquente et la plus grave que tu peux faire à l'examen. Celle qui peut faire couler ta note. Ne dis jamais que pour Kant, on choisit notre morale. C'est complètement faux. Pour Kant, la loi morale est objective, universelle, comme une loi de la physique. Notre liberté, c'est pas de l'inventer, c'est de choisir de la suivre ou non, une fois que notre raison nous l'a fait découvrir. C'est la raison qui découvre le devoir. Retiens ça. Ok, on récapitule. Voici ta cheat sheet finale pour Kant. La morale, c'est devoir plus raison. On se fout des sentiments et des conséquences. La seule chose bonne en soi, la bonne volonté. La loi morale, l'impératif catégorique. Pour savoir quoi faire, tu utilises les deux tests. Loi universelle et respect de la personne. Et pour le mensonge, la réponse de Kant, c'est toujours non. T'as ça? T'es en business. T'es prêt. Pour finir, la morale de Kant nous donne des principes super clairs, super solides, basés sur la dignité humaine. C'est sa plus grande force. Mais son côté rigide, son refus de prendre en compte les conséquences ou les situations particulières, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Est-ce qu'une morale aussi inflexible est vraiment applicable dans notre monde plein de zones grises? C'est la question que je te laisse. Bonne chance pour ton examen, tu vas tout déchirer.